Bonjour tout le monde, moi c'est Joël Leblanc, je suis journaliste scientifique, mais aussi je travaille aussi pour faire de la conception, de la rédaction avec des musées, avec des centres de services scolaires, avec des écoles, avec des bibliothèques, avec des compagnies de télé. Je suis recherchiste pour la télé, je fais parfois de la recherche pour des jeux vidéo, tout ça en lien avec la science. Ma job dans la vie, en gros, c'est de parler de science, de la rendre concrète et intéressante pour le grand public. Je m'adresse à vous, chères enseignantes et enseignants du secondaire, parce que je sais que vous leur livrez à tous ces jeunes-là beaucoup d'informations, beaucoup de concepts scientifiques. Ce que je vous propose, c'est peut-être un petit truc pour leur parler un peu plus de d'où viennent ces concepts-là, ce qu'ils valent, en fait, qu'est-ce que c'est la science et comment ça fonctionne. Et je fais ça avec une boîte, simplement, et quelques bouts de corde. Libre à vous de le refaire en classe si vous voulez, ou même de le faire faire à vos étudiants en classe. Ça pourrait se faire aussi. Alors, le petit jeu que je vous propose, cette boîte-ci, imaginons que c'est impossible de l'ouvrir, que c'est impossible de la soulever pour voir à l'intérieur. Bref, on n'a aucune idée de ce qu'il y a exactement à l'intérieur, mais on remarque qu'il y a des espèces de nœuds qui dépassent comme ça par des trous. Alors, je vais faire une première expérience. Je vais simplement attraper un nœud puis tirer dessus, voir ce qui se passe. Nœud numéro 1. Yep. Alors, suite à cette expérience-là, je fais des petites observations. Je constate que mon nœud, déjà, correspond à une corde. C'est évident, mais tant qu'on n'avait pas tiré dessus, on ne pouvait pas le constater. Donc, objectivement parlant, mon nœud correspond à une corde. Cette corde-là mesure, mettons, environ 100 cm à peu près. Et puis, je constate qu'à un moment donné, je ne peux plus tirer. Ça bloque. Je ne peux pas aller plus loin. Fait que sur la base de cette petite expérience, je peux déjà faire des hypothèses. Je pourrais, mettons que je n'ai pas l'occasion de tirer sur d'autres nœuds, je peux avancer les hypothèses suivantes. J'en ai 4 en fait. Je pourrais dire que tous les nœuds correspondent à une corde à l'intérieur. Que, hypothèse 2, que toutes ces cordes-là ont une longueur de 100 cm. Je pourrais proposer aussi que toutes les cordes finissent par bloquer après 100 cm. Et puis, je vais même avancer l'hypothèse qu'il y a un autre nœud à l'intérieur qui empêche la corde de sortir. C'est des hypothèses. Pour l'instant, c'est pas très solide, mais c'est comme ça que la science fonctionne. La façon dont on s'y prend en science, ensuite, c'est on va pas tant essayer de valider ces hypothèses-là, on va plutôt essayer de les démolir, de les invalider. On va continuer les expériences pour essayer de défaire les hypothèses et voir s'il n'y en a pas une ou plusieurs qui résistent à tout ça. Donc, si je me lance et que je tire sur un autre nœud, et... Alors, mon hypothèse numéro 1 tient toujours la route. À un nœud correspond une corde. Mon hypothèse numéro 2 qui dit que toutes les cordes font 100 cm, là ça marche pas, je vais à peu près à 50 cm pour celle-là. Donc je vais ajuster mon hypothèse numéro 2, je vais dire, les cordes ont des longueurs variables. J'ai 100, j'ai 50, donc c'est pas toute la même longueur. L'hypothèse qui dit que toutes les cordes bloquent à un moment donné, ça tient toujours la route. Et puis qu'il y a peut-être un nœud à l'intérieur, c'est toujours pas invalidé non plus. Fait que j'enchaîne. Je vais tirer sur une troisième corde. Au hasard, je vais prendre la numéro 3. Donc, je tire sur cette corde-là et oups, OK, là, il se passe quelque chose d'intéressant. Donc, quand je tire sur la corde numéro 3, la corde numéro 1 rentre à l'intérieur. Donc, de toute évidence, il s'agit de la même corde. Donc, je vais ajuster mes hypothèses encore. Donc, l'hypothèse numéro 1 qui dit que tous les nœuds correspondent à des cordes, ça marche. La numéro 2 qui dit que les cordes ont des longueurs variables, je ne touche pas à ça. La numéro 3 qui dit que les cordes finissent par bloquer, ça tient toujours. Mais là, l'hypothèse numéro 4 qui disait qu'il y a un nœud à l'intérieur, je dois la modifier. J'ai un nœud, oui, mais à l'extérieur. En fait, chacun des nœuds correspond peut-être à une corde qui traverse la boîte. Donc, je réajuste les hypothèses. Quatrième petite expérience, toujours selon le même principe, cette corde-là. Là, qu'est-ce qui se passe? Et la numéro 2 ici commence à rentrer. Et à un moment donné, ça bloque. Sauf que la corde n'est pas complètement rentrée. Donc j'ai clairement encore affaire à la même corde, sauf que cette fois-ci, ça bloque avant d'arriver au bout, ça bloque avant d'arriver au bout. Je réajuste encore mes hypothèses. Donc l'hypothèse numéro 1, il y a toujours une corde à chaque nœud. L'hypothèse numéro 2, les longueurs variables, ça marche. L'hypothèse numéro 3, que ça finit par bloquer, oui. Mais là, l'hypothèse numéro 4, je la retouche encore. Il y a des nœuds à l'extérieur et à l'intérieur aussi. Bref, j'aurais pu tout au long du parcours
faire une espèce de schéma, j'aurais pu faire une espèce de boîte et dessiner les cordes qui traversent, puis ajuster les longueurs et ainsi de suite. Ajuster mon schéma à mesure que ma connaissance de l'intérieur du coffre progresse. Et à un moment donné, je vous épargne la suite, mais je pourrais tirer sur toutes les cordes, je pourrais tirer plusieurs fois sur chacune de ces cordes-là, bien sûr, pour éventuellement, à un moment donné, mes hypothèses ne changeraient plus, puis mon schéma ne bougerait plus, et j'arriverais à quelque chose de fort probablement très près de la réalité de l'intérieur du coffre. Je ne pourrais jamais vérifier, je ne pourrais jamais m'assurer que c'est exactement fidèle à la réalité, mais j'aurais en bout de ligne un beau schéma qu'on appellerait un modèle de l'intérieur du coffre. Le mot modèle en science, c'est ce qui signifie, c'est que on sait pas de quoi ça, on peut pas voir directement de quoi ça a l'air exactement, mais on a un modèle qui fonctionne, qui devient prédictif. On est capable après ça de savoir, quand je vais tirer sur telle corde, j'ai plus besoin de le faire, je sais ce qui va se passer parce que je sais quelle corde est attachée avec laquelle, et je découvre même qu'il y a des cordes attachées en Y 3 par 3 et ce genre de choses-là. Donc, on obtient finalement un modèle. Ça fait que c'est ça la science. C'est une méthode rigoureuse. On tire sur des cordes, autrement dit, on fait des expériences pour essayer de démolir des hypothèses. Et puis, la science fonctionne comme ça. Il y a plein de choses que la science a découvert qu'on n'a pas vraiment découvert, qu'on n'a pas vraiment vu l'intérieur. On est juste capable, en fait, de développer des modèles très, très précis, très, très efficaces qui fonctionnent. Et puis, possiblement que certains de ces modèles-là correspondent effectivement à la réalité, mais on ne le saura jamais. L'atome. Ce que vous enseignez à vos élèves, c'est le modèle de l'atome, un modèle qui a évolué avec le temps. Les premières représentations de l'atome, c'était une simple boule. Par la suite, on a découvert qu'il y avait des charges électriques là-dedans, puis on les mettait un peu n'importe où. Puis par la suite, on a fait les charges positives sont au centre, les charges négatives sont à l'extérieur. Ensuite, les orbitales et ainsi de suite. Donc, ce modèle-là a évolué, tout comme j'ai fait évoluer le modèle de ma boîte. Autre exemple, l'intérieur de la Terre, par exemple. Lorsqu'on voit dans des manuels la Terre ouverte avec le noyau central, le manteau interne, le manteau externe, tout ça, on le sait, mais on n'est jamais allé à l'intérieur de la Terre. Il n'y a jamais personne qui a creusé assez creux pour voir tout ça. Ça a été obtenu de façon indirecte, en tirant sur des cordes, entre guillemets. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un tremblement de terre en Turquie, mettons, puis qu'en Grèce, on a des sismographes qui mesurent les ondes sismiques, et qu'on a aussi des sismographes de l'autre côté de la Terre, au Chili, mettons, les ondes ont traversé le globe et se sont propagées différemment, ce qui permet de comparer les deux et d'avoir une bonne idée de à travers quoi sont passées ces ondes-là. Puis il y en a des centaines par jour, des tremblements de terre, donc on raffine en continu ce modèle-là. Notre galaxie, on l'appelle la Voie lactée, on considère en astronomie qu'elle est de forme spiralée. Mais il n'y a jamais personne qui a sorti de la galaxie assez loin pour la prendre en photo. Ça s'inspire en fait, des observations des autres galaxies, des observations de l'intérieur de la nôtre avec des indices, qui fait qu'on a une bonne idée qu'elle est de forme spiralée. Et voilà, c'est des exemples de comment la science fonctionne. Donc la science, c'est quoi? C'est pas tant d'essayer d'avoir raison, c'est d'essayer de trouver quand est-ce qu'on se plante. Donc, c'est les mauvaises hypothèses, on les débarque, et les hypothèses qui résistent aux expériences avec le temps, à un moment donné, à force de faire des expériences et que l'hypothèse tient toujours, on finit par ne plus appeler ça une hypothèse, on finit par appeler ça une théorie. Ça, en langage courant, des fois, ça peut être confondant. Pour monsieur, madame, tout le monde, le mot théorie veut souvent juste dire la même chose qu'hypothèse, c'est-à-dire que c'est juste une théorie, ce que tu me dis là. Mais non, en science, le mot théorie ne s'utilise pas à la légère. C'est une hypothèse qui a résisté aux expériences pendant longtemps et qui résiste encore et sur laquelle on peut commencer à se fier. Et puis, mais qui dit qu'à un moment donné, il n'y a pas une nouvelle expérience qui va venir chambarder tout ça, puis qui va nous obliger à ajuster encore les hypothèses et les théories? Ça peut toujours arriver. La science ne prétend jamais détenir la vérité. Elle s'en approche toujours un peu plus, mais elle ne prétend jamais la connaître. C'est là toute la force de la science. Donc, n'hésitez pas à refaire ça en classe. Vous pouvez même demander à des élèves de fabriquer eux-mêmes la boîte et de la passer à l'équipe suivante où eux vont tenter, en tirant sur les cordes, de faire un schéma de l'intérieur de la boîte. Et puis, c'est ma façon à moi d'expliquer comment la science fonctionne. J'ai évité les mots usuels. Habituellement, on dit « voici la méthode scientifique » avec observation, hypothèse, expérience, validation, donc de façon très formelle. Moi, je le fais de façon un peu plus organique comme ça, mais c'est la méthode scientifique telle que vous l'expliquez, mais de façon plus tangible. Merci.